Une semaine dans le monde, toute l'actualité de la semaine vue par nos éditorialistes. Avec nous aujourd'hui Laure Simoès, directrice éditoriale de Cartooning for Peace, Cédric Kaba, journaliste écrivain, rédacteur en chef de mondeafrique.com, Thierry Guerrier, journaliste politique, et Isabelle Lasserre, grand reporter au service étranger du Figaro. On évoquait dans la première partie de cette émission le martyre de la ville d'Alep et l'évacuation qui a débuté hier, qui est suspendue aujourd'hui d'Alep-Est. Ces convois qui pour l'instant restent sur place. On évoquait notamment le rôle de l'Iran et l'arrivée prochaine à la Maison-Blanche de Donald Trump, qui souhaite lui se rapprocher de Moscou, mais mettre fin à l'accord sur le nucléaire avec Téhéran. Où en seront, cela dit, les relations entre Washington et Moscou le 20 janvier prochain, date à laquelle Donald Trump doit prêter serment comme 45e président des États-Unis. Nul ne le sait finalement, car l'actuel occupant de la Maison-Blanche, lui, n'a pas l'intention, semble-t-il, de partir sur la pointe des pieds. Si, comme le laisse entendre la CIA, le Kremlin a voulu faire élire son successeur à la présidence américaine grâce au piratage des boîtes mail des démocrates, eh bien alors Barack Obama, lui, n'entend pas passer l'éponge et il va réagir. Écoutez. À mon sens, cela ne fait aucun doute que quand un gouvernement étranger, quel qu'il soit, tente d'avoir un impact sur l'intégrité de nos élections, alors nous devons agir et nous le ferons au moment où nous le déciderons. Certaines de ces réactions seront explicites, publiques, d'autres ne le seront peut-être pas, mais M. Poutine est conscient de mes intentions. Ça a un sens, Isabelle Lasserre, à moins de son départ de la Maison-Blanche? Le problème, il peut faire quoi? Il va falloir qu'il se dépêche. Le problème, c'est que Barack Obama a déjà menacé beaucoup plus fort que ça, dans un moment assez intense qui était fin août 2013. Il avait parlé de sa fameuse ligne rouge sur les armes chimiques qu'il ne laisserait pas passer. Il a trahi sa promesse et il a reculé au dernier moment. Et aujourd'hui, plus personne ne le croit. Donc, oui, il n'est pas vu comme un président autoritaire, en tout cas capable d'actes d'autorité. C'est-à-dire qu'en fait, cet épisode d'août 2013 a porté le discrédit sur l'administration américaine de manière durable et très élargie, puisqu'aujourd'hui, la plupart des alliés des États-Unis ne font plus confiance à Barack Obama. Donc, il lui reste très peu de temps pour se rattraper, en tout cas le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis l'élection, il semble avoir quasiment disparu de la scène internationale. Il ne va pas aller bombarder la Russie en Syrie, donc que peut-il faire? Sauf que là, le coup pourrait bien ne pas venir seulement d'Obama à Thierry Guerrier, puisque une commission d'enquête parlementaire est sur les rails avec des élus démocrates, bien sûr, mais aussi des républicains qui, eux, n'ont pas l'air de plaisanter. Ça sent mauvais pour Donald Trump? Non, je ne mesure pas dans quelle mesure l'Amérique et son système politique pourraient vivre dans des moments aussi difficiles sur la planète un Watergate, alors même que le mandat n'a pas commencé, le mandat du successeur d'Obama. Parce que c'est ça la question que vous posez, c'est de savoir si on pourrait, le cas échéant, se trouver dans une situation de Watergate parce qu'on aurait des éléments qui permettraient de dire qu'il y a eu une élection faussée. Tout est possible aux États-Unis. C'est un système assez solide, quoi qu'on dise. Et si, en effet, à un moment donné, il y a un processus judiciaire, en tout cas, et politique, qui fait émerger des données tangibles qui vont dans ce sens-là, en effet, pourquoi pas. Mais tout de même, quelle énorme difficulté ça représenterait pour ce pays de voir au moment même du début d'un mandat, il faudrait relancer une élection. C'est quand même la première fois qu'un président parce élu, que dans ce cas-là, même le vice-président ne serait pas éligible, ne serait pas dans la capacité de prendre le pouvoir. Donc non, je trouve que c'est très compliqué. Je pense qu'en revanche, tout le monde est plutôt sur la question de la ligne de s'interroger sur la ligne politique qui va être réellement celle de Donald Trump, dont on va parler. Mais je crains que malheureusement ce soit un peu fragile comme hypothèse d'envisager une difficulté pour Trump de ce point de vue-là. Cédric Kaba, en tout cas, c'est la première fois qu'on voit un président élu tourner en ridicule des rapports de la CIA, au point même qu'aujourd'hui, alors vous allez me dire ça reste Hollywood, mais enfin des célébrités appellent les grands électeurs, ils doivent se réunir lundi pour voter et désigner le prochain président des États-Unis, ils appellent à laisser de côté Donald Trump. On va le voir dans un clip. This message is for you.
As you know, our founding fathers built the Electoral College to safeguard the American people from the dangers of a democracy. Voilà, vous l'avez reconnu, hein, c'est Martin Sheen qui notamment célèbre pour son incarnation du président des États-Unis dans la série américaine West Wing. Est-ce que là, c'est une c'est tout à fait des stars de Hollywood n'a pas servi à grand-chose. Ça n'a pas servi à Hillary Clinton, c'est sûr. Mais est-ce que ça témoigne pas d'un climat... Michael Moore lui-même, qui avait prédit l'élection de Donald Trump, dit il y a un vrai risque que les grands électeurs ne votent pas, ne suivent pas le vote des électeurs. Non, c'est clair que ce climat manque de sérénité. La difficulté de l'exercice, c'est qu'on est dans une situation totalement inédite. C'est ça. Où il y a eu une influence, en tout cas présumée, extérieure, dans l'élection du président. Quoi qu'il arrive, comme vous l'avez dit, c'est tout à fait inédit qu'un président américain remette en cause à ce niveau un travail qui a été fait par une institution avec laquelle il se prépare à travailler, quel que soit son positionnement, il va devoir travailler à la CIA. Mais aujourd'hui, même si on n'arrive pas à la situation d'impeachment où à peine élu, il va être débarqué, on peut quand même dire qu'il y a quand même... le début de son mandat est entaché par cette affaire. Son mandat sera peut-être il ira peut-être au terme, mais il sera peut-être miné par les mois qui auront précédé son accession au pouvoir. Vous avez l'impression qu'il est miné, Trump, en ce moment, personnellement, et dans son comportement, et dans la façon dont il choisit. Attendez, en tout cas, dans l'opinion... C'est les démocrates qui n'acceptent pas sa victoire. Mais l'opinion, elle a voté, elle s'est exprimée une fois. Il y a un sondage qui vient de sortir qui montre que c'est quand même le président le moins populaire avant même son accession au pouvoir. Mais qu'est-ce qu'il pas encore au pouvoir, ça ne veut rien dire. Il vient d'être élu. Sont les urnes, et même si les urnes l'ont donné minoritaire, les grands électeurs, eux, étaient majoritaires. Et à moins, en effet, d'un coup de théâtre dans cet exercice particulier-là, institutionnel, le vote des les électeurs l'ont donné majoritaire, pas une majorité d'électeurs. Mais c'est pas la seule affaire. C'est pas la seule affaire Trump avant qu'il ne soit élu. En tout cas, il y a toute l'affaire de la confusion entre les problèmes de conflit d'intérêts. Il y a d'autres affaires. Donc, il y a quand même un début de mandat qui s'annonce assez... Ce que je veux dire, c'est que Trump, lui, personnellement, se sent tout à fait aussi fort et légitime. Il a été élu par ceux qui, justement, veulent cette posture hostile à l'administration. La preuve, si l'on en juge... En plus, quand même, il peut en plus totalement leur rétorquer sur les affaires de Russie et de hacking, que, en fait, les premiers éléments ont été connus par la CIA il y a un an, et que jusque-là, personne ne s'en était inquiété. C'est ce qu'il dit. Mais en tout cas, si effectivement il fallait juger aujourd'hui de l'état d'esprit et de la sérénité de Donald Trump, il suffit de regarder ses dernières nominations cette semaine. Comme secrétaire d'État, Rex Tillerson, c'est le PDG d'ExxonMobil et un ami de Vladimir Poutine. Comme secrétaire à l'énergie, Rick Perry, l'ancien gouverneur du Texas, surtout ancien candidat qui se retrouve à la tête d'un ministère qu'il avait supprimé et dont il avait même oublié jusqu'au nom, ce qui d'ailleurs lui avait porté préjudice pour sa propre campagne à l'époque, c'était lors d'un débat. Et puis comme ambassadeur en Israël, David Friedman, un avocat qui a déjà hâte de s'installer à Jérusalem et non plus Tel Aviv, ce qui nous promet déjà des débuts chahutés au Proche-Orient. En regardant ça d'extérieur, on se dit que c'est quand même un peu du sabotage, non, pour les États-Unis, ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est pour ça qu'Obama est si furieux, c'est-à-dire que le nouveau président, enfin le prochain président des États-Unis a nommé un cabinet auquel il dit, en fonction des têtes qu'il a choisies, on va briser toutes les règles du jeu, on va faire sauter tous les tabous et on va déconstruire petit à petit absolument tout ce qu'a fait Obama. Donc je comprends qu'Obama soit aussi furieux que ça. C'est un cabinet de combat, mais je crois encore une fois, il va falloir attendre avant il faut pas crier avant d'avoir mal. Et je pense qu'il va falloir... Mais je pense... Là, quand même, on a des gens qui oui, mais il est probable qu'il ne pourra pas tenir une promesse sur deux. Oui, mais là, au-delà même de la déconstruction de l'héritage Obama, il y a quand même des postures qui sont inquiétantes, qui confortent les camps de l'inquiétude. C'est tout à fait inédit que lorsque Donald Trump a été élu des chefs d'État, y compris alliés, on dit que son élection est un risque pour l'avenir des relations. Quand il dit, par exemple, que pendant la campagne, que l'OTAN, les pays européens doivent mettre l'argent à la poche pour financer leur propre sécurité, etc., je pense que ça, c'est au-delà de
de la déconstruction de l'héritage Obama. Et aujourd'hui, les nominations ils choisissent vraiment de s'installer dans une posture conflictuelle, y compris avec ses alliés. Oui, mais sur la question de je pense qu'il a raison. Sur Israël, par exemple, le fait que jusqu'ici, il y a une recherche de solutions au conflit israélo-palestinien, le fait de choisir quelqu'un qui ouvertement dit qu'il va s'installer à Jérusalem, c'est saboter le processus de paix. Moi, je n'ai pas à juger si Trump a raison ou tort. Et je suis tout de même très surpris qu'on soit surpris par sa ligne. Qui pouvait imaginer qu'un milliardaire, plutocrate, cynique, et qui a eu un discours populiste... Oui, ben justement, on ne pouvait déjà pas imaginer qu'il serait élu sur ces positions-là. Très bien, il a été élu, donc on a déjà été surpris. Mais qui pouvait imaginer que pour autant, ce personnage qui déploie un discours politique destiné simplement à le faire élire, allait quitter son univers, allait se mettre au service des pauvres, ça c'est une formule de style, mais au moins au service d'une forme de régulation que le démocrate, bon teint, élégant Obama n'a même pas réussi à imposer. Qui pouvait imaginer qu'il allait le faire? Non, moi je pense que la question n'est pas de savoir si Trump a raison ou pas, et la question de savoir si ceux qu'il désigne aujourd'hui vont répondre au moins à deux exigences pour gouverner. Est-ce qu'ils sont compétents? Et là, c'est pas parce qu'on est banquier de Goldman Sachs qu'on l'a été pendant des décennies qu'on peut être compétent sur tous les postes concernés, notamment Tillerson qui lui est un pétrolier pour les affaires étrangères. Oui, encore qu'il a visité toute la planète et qu'il a sûrement un très bon carnet d'adresses. Quand on a fait campagne contre les lobbies et qu'on nomme Mnuchin au Trésor. Sur ce point, la première exigence, c'est la compétence, et il y a quand même un souci. Et puis le deuxième, c'est qu'on va servir quoi? L'intérêt exclusif de certaines parties, le business ou un intérêt privé ou l'intérêt général. Et là-dessus, sur quel programme? Il n'y a pas de programme. Tous ces gens-là arrivent parce qu'ils le connaissent, que c'est un réseau de gens puissants, mais est-ce que ce sont des gens compétents, notamment politiquement? Là, on peut peut-être avoir un doute. Après, il mènera la politique qu'il veut mener. Il a été élu. Revenir sur le principe dit de l'unicité de la Chine. En gros, reconnaître Taïwan, c'est une stratégie ou c'est juste un mélange de maladresse, d'ignorance et de provocation gratuite? Je pense que c'est la preuve là encore que pour l'instant il lance quelques grandes idées, il teste, il n'a pas de ligne. Je pense qu'en fait... Si, il a quand même une ligne. La ligne, et c'est d'ailleurs c'est un des points communs... Le business non, des pas seulement, l'un des points communs de tous les militaires qui ont été nommés, et on peut pas... Je veux dire, ce sont quand même des militaires, ils sont pas forcément... Il n'y a pas que des millionnaires, quoi. Il y a aussi des militaires. Oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne ou mauvaise nouvelle, mais leur point commun, c'est la lutte contre l'islam radical. Ça, c'est une ligne chez Trump. Donc, je ne sais pas comment il l'a toujours tenu, mais ça, c'est pas la ligne suffisante. Ça ne définira pas exclusivement la politique étrangère des États-Unis, ou alors c'est... Moi, je ne sais pas ce qui définira la politique étrangère des États-Unis. Mais il n'est pas exclu que ce soit ça. Sur les rapports avec la Chine, ce n'est pas la posture contre l'islam qui va déterminer les relations avec la Chine. Oui, exactement. Non, mais je pense qu'on ne sait pas pour l'instant. Laure Simoes, ce grand point d'interrogation justement vu par les dessinateurs. Début de réponse. Oui. Ils l'ont pressenti, oui. Ils lisent entre les lignes. Ils ont le flair pour ça. À commencer par ce dessin de Gros. Nos éléments concrets, les nominations. Absolument. Mais Pascal Gros, voilà. Pour Marianne, un savoureux portrait de l'équipe de Trump presque au complet. On citait les militaires, les membres du Ku Klux Klan, les représentants de la finance, véreux de la finance. On a même les pro-life, les catholiques intégristes. Enfin bref, on n'attend plus que les époux Balkany. Cet autre dessin c'est dur pour l'équipe Trump. La dessinatrice australienne Will Cox, toujours pour Sydney Morning Herald. Alors là, pareil, on a ces journalistes qui s'interrogent en voyant passer les illustres membres du prochain cabinet et qui se disent, quand on dit pas de panique, le système surveillera Trump, on disait tout à l'heure que le système était... Mais nous n'avions pas imaginé qu'il allait instaurer son propre système. C'est la question qui se pose. Cet autre dessin de Nicolas Vado, justement sur la Chine et la politique étrangère pour l'Écho. Vado est un dessinateur belge qu'on voit de temps en temps sur le plateau. Voici un pays extrêmement complexe, Mr. President-elect, avec lequel nous avons des relations qui le sont tout autant. Et puis alors on voit un Trump toujours avec sa casquette Make America Great Again et puis en train de tweeter frénétiquement. Résumez-moi ça en 140 caractères. Donc on peut s'interroger quand même sur sa ligne. Alors là aussi un autre dessin très drôle de Patrick Chapat, dessinateur suisse pour The New York Times, où la réalité dépasse presque la fiction selon lui. The Newspaper, Poutine et le FBI ont aidé à l'élection de Trump. Même la réalité ressemble à de la fausse information. J'aime bien aussi ce dessin de Danziger,
dessinateur américain pour The Rutland Herald. Pendant ce temps-là, à Moscou, qu'est-ce qui se passe? On voit ces deux matrioshkas là, de Moscovie. En plus, Cartooning for Peace était à Moscou en début de semaine avec la cathédrale Saint-Basile qu'on devine derrière. Et là, le dialogue. Regarde, Poutine a corrompu le vote des États-Unis, dit l'une. Tant mieux. Pourquoi devrions-nous être les seuls à souffrir après tout? Et puis enfin, ce dernier dessin du dessinateur québécois Côté pour le Soleil. Si le nouvel ordre mondial, c'était ça. En tout cas, c'est bien la première fois qu'on voit la Russie et les États-Unis s'entendre tant bien que... et puis peut-être qu'on va même assister à un retournement de situation et un rapport de force différent. Mais en tout cas, pour Côté, il est clair que c'est plutôt Trump qui est le dindon de la farce, le dindon américain de la farce russe. Dans l'histoire. On en vient à l'un des dessins d'ailleurs que vous évoquiez, l'actualité électrique en Afrique, avec d'abord les suites de la présidentielle en Gambie. On s'étonnait au début du mois d'une transition en douceur qui semblait se dessiner. Au pouvoir depuis 22 ans, l'autoritaire chef de l'État Yahya Jammeh n'avait-il pas finalement reconnu sa défaite après que la commission électorale lui proclamait vainqueur son adversaire Adama Barrow avec quelques 19 000 voix d'avance? C'était trop beau pour être vrai. En l'espace d'une semaine, le climat a changé du tout au tout et maintenant, Yahya Jammeh conteste le résultat. Il s'accroche au pouvoir, il prend le contrôle des locaux de la commission électorale indépendante, il veut déposer un recours contre la Cour suprême, une instance qu'il a lui-même vidée de ses membres. La politique du pire, Sedi Kaba. Oui, on peut le dire. Yahya Jammeh avait connu un moment de bon sens, un retour au bon sens, en acceptant dans un premier temps sa défaite, en téléphonant même, ce qui était tout à fait inattendu à son adversaire, pour le féliciter, lui annoncer qu'il se tenait à sa disposition. Et puis, pendant la période-là, je pense l'opposition a été imprudente. Voilà. De lui promettre l'enfer, de promettre des poursuites. Est-ce que le camp d'Adama Barrow n'a pas préjugé de ses forces en le menaçant de poursuites? Parce que c'est ça qui s'est passé. Le camp d'Adama Barrow a été totalement maladroit en promettant l'enfer, en promettant la CPI. Et le faucon du camp du système Jammeh ont travaillé au corps Jammeh pour le convaincre, en lui montrant les risques qu'il y a à quitter le pouvoir. Et la communauté internationale aussi, au lieu d'intervenir maintenant, si elle avait, dès l'annonce des résultats, travaillé à sécuriser la sortie de Yahya Jammeh, peut-être qu'il n'aurait pas changé d'avis. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation dont on ne peut pas prévoir l'issue. Alors, dans un entretien à France 24, en micro notre correspondante à Dakar, Sarah Sako, le président sénégalais Macky Sall laisse entendre qu'il n'est pas dans l'intérêt de Yahya Jammeh d'envisager l'épreuve de force. Écoutez. J'ai espoir que le président Jammeh saura entendre raison et convenir avec la CEDEAO, mais au-delà de la CEDEAO, avec l'Union africaine et avec les Nations Unies, des modalités de passage entre lui et le président élu. Je ne pense pas qu'il soit raisonnable pour le président Jammeh et pour ses alliés d'engager l'épreuve de force. Je pense que nous devons aussi respecter le président Jammeh et lui parler, qu'il comprenne que lui-même a reconnu sa défaite. Donc il doit passer le témoin et il faut accompagner ce passage de témoin. C'est une menace. Alors c'est une proposition d'entraide ou au contraire une menace voilée d'intervention. Il faut rappeler que la Gambie, c'est quand même une enclave dans le territoire sénégalais. Mais toute la difficulté, c'est parce qu'une intervention, il faut qu'elle soit légitimée par une décision de l'Union africaine ou du Conseil de paix et de sécurité. Même si le Sénégal en avait les moyens, il ne peut pas, comme ça, d'autorité intervenir en Gambie. Moi, je pense que l'autre piste qui a été envisagée, c'est de pouvoir parler à Jammeh. Mais la difficulté, c'est qui peut parler à Jammeh? La CEDEAO a tenté de le faire. La CEDEAO a tenté de le faire. C'est un homme imprévisible. En 22 ans, qui n'a aucun ami dans la sous-région, aucun de ses voisins ni ses amis. Peut-être on parle de l'hypothèse d'un pays comme l'Arabie Saoudite où il a ses entrées, qui peut lui parler pour qu'il soit écouté. Mais là, on est vraiment dans une phase d'incertitude. On se demande si Yahya Jammeh n'a pas atteint le point de non-retour. Thierry Guerrier. Je ne connais pas le dossier gambien, mais je m'intéresse à l'Afrique et je suis frappé quand même par deux choses. Un, on a là des élections qui ont permis, au moins en théorie, et jusque-là, l'alternance. Oui. La commission électorale, en tout cas, a donné des résultats clairs. Et deuxièmement, on voit le voisin, puissant certes, mais le voisin
sénégalais s'adresser maintenant, prendre ses responsabilités. Les institutions africaines... Pays où il y a eu une alternance, enfin le pays maintenant coutumier des alternances démocratiques, le Sénégal. Il y a longtemps, c'est-à-dire depuis Sédar Senghor quand même. Voilà. Mais j'ai l'impression que tout ça montre, dans la difficulté bien sûr, mais une progression nette en Afrique dans les institutions, dans la gouvernance globale. Je ne sais pas, c'est une question que je peux peut-être poser à mon confrère, mais c'est le sentiment que je trouve que ça donne, et je trouve que c'est la note optimiste ou de progrès sur que cet épisode gambien... On espère qu'il se finira, évidemment. Sédi Kaba va nous répondre parce que justement, il y a un contre-exemple actuellement et on va le voir lundi. Kabila. Voilà, c'est la question de Joseph Kabila, dont le mandat expirait sur tout le continent, théoriquement ce lundi, 19 décembre, et qui sera maintenu au pouvoir grâce à un accord négocié avec une fraction de l'opposition, que le pays, semble-t-il, lui est loin d'être au diapason avec cet accord. Il y a des risques de tension, voire d'affrontement à Kinshasa. Ah oui, c'est lundi 19 qui marque la fin, en théorie, du mandat de Kabila. Selon la constitution du pays, est un lundi de tous les dangers. Parce qu'une partie de la classe politique n'est pas d'accord avec l'accord qui a été conclu et qui renvoie la présidentielle à 2018, à avril 2018, ce qui est contesté. Et aujourd'hui, quand on voit la posture de deux camps, le pouvoir a décidé de restreindre l'accès aux réseaux sociaux, l'autre camp se prépare avec des déclarations enflammées, il y a un risque de confrontation. Et qui dit risque de confrontation en République démocratique du Congo dit instabilité dans toute cette sous-région de l'Afrique centrale. N'oublions pas ce que disait Frantz Fanon, que le Congo, si l'Afrique était une gâchette, si l'Afrique était une arme, le Congo serait la gâchette. Donc, ce pays est immense, ce pays est central, et aujourd'hui, il y a un risque de confrontation. Il faut peut-être aller vite pour trouver un compromis entre l'aile qui n'a pas accepté le premier compromis pour discuter. L'Église s'y est impliquée, mais pour l'instant sans aucun résultat. Un mot peut-être du pays donné en exemple aujourd'hui avec le Sénégal, on le disait, c'est le Ghana, où là, eh bien, l'élection de Nana Akufo-Addo n'a pas fait l'ombre d'un doute et a été immédiatement reconnue par le président sortant John Dramani Mahama. Et du coup, d'ailleurs, et c'est là que la boucle est bouclée, il faisait partie, John Dramani Mahama, de cette délégation de la CEDEAO cette semaine à Banjul, en Gambie. C'est le signe aussi qu'on est d'autant plus fort et légitime pour plaider en faveur d'un compromis, pour plaider l'exemple qu'on a soi-même respecté la règle démocratique. Ce n'est pas ce que Blaise Compaoré, longtemps médiateur des crises africaines, s'est appliqué à lui-même. Il a fini par partir. Je pense que le choix de John Mahamani Dramani pour aller parler à Jammeh a été fait sciemment, à dessein, pour qu'il lui dise qu'il y a une vie après le pouvoir. Moi, j'ai accepté de quitter le pouvoir et je vais continuer à vivre même après cet exercice. Au Ghana, à la différence de la Gambie, la tradition d'alternance s'est établie. Il y a une culture de la démocratie. Avant Dramani Jama, John Kufuor a quitté le pouvoir. Je pense que c'est en cela que le Ghana peut être exemplaire, convaincre les chefs d'État africains qu'il y a une vie avant le pouvoir et qu'il y a une vie après le pouvoir. On peut même quitter le pouvoir et rester comme le font les anciens chefs d'État ghanéens dans son pays sans être inquiété. Merci beaucoup. Un mot, Isabelle Lasserre, sur ces différentes élections, sur ces scrutins. Non, je crois qu'il a tout à fait mieux que je ne le ferais. On va, je remercie évidemment nos invités d'une semaine dans le monde. Laure Simoès, on va peut-être quand même passer aux illustrations. Pour la route, un dessin un peu rigolo justement sur ce qui va se passer prochainement en RDC, un dessin de Damien Glé, dessinateur du Burkina Faso. Obama qui se demande en panique avec John Kerry, où va-t-on installer les familles d'Américains qui quittent le Congo à cause de Kabila? Et l'autre qui répond, dans les logements des Congolais qui quittent les États-Unis à cause de Trump. Merci, c'est pas forcément une note optimiste, mais en tout cas, c'est bon. C'est toujours amusant. Mais je constate que ça vous a fait quand même rigoler. Merci beaucoup, Laure. Restez avec nous tout de suite. C'est tous les sujets dont on a parlé, mais cette fois, vue du net avec Anthony Saléger. Un œil sur les médias, tout de suite. Un œil sur les médias avec Anthony Saint-Léger. Anthony, à la une de l'actualité, le sort de la ville d'Alep dont on a parlé avec l'évacuation des civils et des rebelles qui était suspendu aujourd'hui. Oui, c'est le même sentiment qui est partagé que celui qui dominait les réseaux sociaux ces derniers jours, à savoir celui d'un conflit qui se déroule dans l'indifférence quasi générale et surtout d'une prise de conscience tardive. En témoigne par exemple ce dessin de l'Algérien Hic que l'on peut voir à l'écran avec Je suis Alep Hebdo, peut-être comme ça que ça fera réagir le monde. Une manière aussi de critiquer l'indignation à deux vitesses que l'on a pu voir en comparaison avec d'autres événements. Il y a eu Charlie, il y a eu Paris. Sommes-nous
si peu à être à Alep, nous dit cet internaute ou encore cet autre internaute. Même esprit, des gens qui ont besoin de nous. Quel silence et inaction. Je suis Alep comme déjà j'étais, je suis Paris, je suis Nice ou encore je suis Charlie. Et puis cet internaute aussi qui tweete ce dessin, Al Help, une Alep donc qui appelle à l'aide. Alors il y a pourtant le sentiment d'une Alep libérée, c'est en tout cas ce qu'Ahmed a précisé. Hier, on s'en rappelle, le président syrien Bachar el-Assad via son compte Facebook et Twitter. Une Alep plus martyrisée que libérée, c'est en tout cas le sentiment de ce dessinateur Tommy qui reprend le fameux Paris libéré de Charles de Gaulle en 1944 et qui le met au goût du jour. Alep libérée, mais Alep outragée, brisée et Alep martyrisée. Alors une Alep martyrisée par les bombardements russes, notamment, comme le souligne ce dessin de Pez, le français, qui justement lit un petit trait d'humour avec cette circulation alternée aussi à Alep, en référence à la circulation alternée reconduite demain à Paris, un jour avec les bombardiers russes et un jour sans, et on voit que les choses ne changent pas nécessairement. La Russie aussi, pointée du doigt par cet autre dessinateur, Hani Abbas, syro-palestinien, avec ce dessin qui date de début décembre, mais qui a été remis au goût du jour par le partage des internautes, et on voit bien que l'aide est mise à mal par les différents bombardements. Alors une Alep qui appelle à l'aide justement, mais qu'on n'entend pas. C'est aussi le sentiment de cet éditorialiste du New York Times qui condamne l'Occident justement pour son indifférence. L'Occident est coupable de son indifférence et il s'interroge justement sur le poids des photos que l'on a pu voir. Pourquoi les photos d'Alep sont-elles différentes de celles on voit ici par exemple Kim Phu, qu'on s'en rappelle, cette fille au napalm comme on l'a surnommée lors de la guerre au Vietnam. Il s'interroge sur le retentissement qu'ont pu avoir ces différentes images. Alors, ce n'est pas vraiment l'avis de cette autre personne, ce professeur à l'EHESS, qui rebondit justement. Pour lui, ce sentiment n'est pas du tout justifié, car au-delà de l'indignation, c'est bien, on s'est indigné, mais au-delà de l'indignation, il faut bien sûr des actes. Et ce type de photos, ce n'est pas ça qui ont changé les choses. Il rappelle justement que les actes des politiques, c'est ça qui a changé la donne. Il répète par exemple que ce n'est pas la photo de la fille au napalm qui a changé les choses, mais bien plus la défaite militaire américaine au Vietnam. Il cite d'autres exemples. Alors justement, c'est peut-être ce qu'on retiendra d'Alep, davantage les images, les photos, les témoignages que les actions des politiques. Et je terminerai justement avec ce dessin d'Alex qui résume assez bien. On voit cette boule souvenir de neige, vous savez, que l'on agite pour voir la neige s'agiter, avec ce souvenir, des souvenirs qui à Alep ne sont que ruines et sang, comme on le voit. Merci Anthony. C'était un œil sur les médias. Je remercie à nouveau Isabelle Lasserre d'avoir été avec nous tout au long de cette heure. Merci aussi à Laure Simoès, à Thierry Guerrier et à Cédric Abba. Restez avec nous, à suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24.